L'éducation des adultes migrants de l'Afrique, le cas de la France. Justification. L'apprentissage d'une nouvelle langue chez les personnes adultes suppose un défi particulier. En effet, les systèmes d'éducation sont plutôt dessinés pour les enfants et les jeunes, ne prenant pas en compte des facteurs tels que le phénomène d'interférence linguistique, les noyaux résistants de la langue maternelle, les erreurs commises par les apprentis du français, langue étrangère FLE, entravent une bonne communication chez les interlocuteurs. L'objet de cette recherche pourrait nous fournir des outils pour éviter, identifier et corriger l'ingérence de la langue maternelle dans la deuxième langue. L'immigration est toujours présente dans la dynamique de l'humanité. Au pays d'accueil, l'on utilise surtout la langue officielle, même s'il existe d'autres variantes linguistiques. D'où que la principale difficulté d'intégration pour les migrants est la barrière de la langue. Pour toute personne qui arrive dans un autre territoire, il existe le même but: comprendre et se faire comprendre pour mieux s'adapter au nouveau contexte. Nous aborderons dans cette recherche le phénomène de migration africaine, notamment de l'Afrique subsaharienne. Ensuite, de différentes méthodes pour aboutir à une andragogie plus efficace, ainsi que l'intégration linguistique et les problèmes les plus fréquents d'assimilation du langage. Le cadre théorique. Tout d'abord, l'andragogie est la science et la pratique de l'éducation des adultes. Afin de mieux comprendre une intégration sociale plus soutenable, nous allons mentionner le concept de développement durable. Ainsi, au cœur de ce concept, il y a le respect des droits de l'homme et la durabilité environnementale. De plus, la solidarité joue un rôle indispensable, appelant une double solidarité, à la fois internationale et générationnelle. Elle est liée à la logique de justice sociale. C'est ainsi que notre incapacité à œuvrer en faveur du bien commun dans le cadre du développement soutenable est souvent le produit de notre indifférence relative pour la justice économique et sociale, dans un même pays et entre les nations. Enfin, le développement durable intègre les piliers social, environnemental et économique. L'intégration sociale. L'objet de l'intégration est celui de construire une cohésion sociale qui permet d'encourager aux immigrants leur participation sociale de manière pertinente, en contribuant à part entière à la société d'accueil. Tout d'abord, nous allons analyser d'où viennent la plupart des immigrants africains en France. Des années 60 à aujourd'hui, les profils de migrants subsahariens en France n'ont cessé d'évoluer. Les aires de départ se sont élargies de la vallée du fleuve Sénégal à l'ensemble des pays du Golfe de Guinée. Aux migrations du travail tournantes ont succédé des formes migratoires plus durables. À l'encontre des idées reçues sur leur caractère massif, récente ou uniforme, les migrations subsahariennes sont à analyser sur la longue durée. Inscrites dans l'histoire nationale, elles contribuent au niveau économique et culturel à dessiner les nouveaux visages de la société française contemporaine. L'histoire des migrations subsahariennes en France a fait l'objet de nombreuses recherches depuis la fin des années 60, bien que ces migrations soient plus anciennes. Ces travaux ont plus particulièrement abordé les conditions de venue et d'existence ainsi que les modes d'être des premières générations de ressortissants africains originaires de la vallée du fleuve Sénégal, le Mali, la Mauritanie et le Sénégal, principal foyer de l'immigration africaine.
Pour saisir les changements qui ont cours depuis la fin des années 60, il convient de rappeler au préalable les contextes historiques et l'environnement politique dans lesquels se situe l'immigration subsaharienne en France. Jusqu'au début des années 70, il est en effet important de préciser que les migrants subsahariens arrivent en France dans le cadre d'un projet d'immigration temporaire de travail. Il s'agit alors principalement d'immigration masculine qui se caractérise par la présence en nombre de populations originaires de la vallée du fleuve Sénégal, principalement de hommes venus seuls, ruraux, d'appartenance pulaar, troucouleur, soninké, diakanké, mayak ou sérère. Ces premières migrations, aujourd'hui bien connues, ont été qualifiées de migrations tournantes. Par ces qualificatifs, le spécialiste de migration désignait tout à la fois les mouvements de rotation qu'effectuent ces hommes entre leur village d'origine et les foyers français, et les modes d'alternance souples qu'ils mobilisent collectivement pour l'occupation des emplois. De sorte qu'après quelques années en France, ces hommes repartaient remplacés par d'autres compatriotes, le plus souvent des cadets. Après la guerre, les marins soninké, comme les soldats d'Afrique et des Amériques, rebaptisés ensuite les tirailleurs sénégalais, seront incités à rentrer chez eux, mais une partie restera en métropole. Véritable tête de pont des migrations contemporaines et de l'entrepreneuriat, ces navigateurs seront des points d'appui importants dans la constitution des réseaux migratoires à venir. En effet, ce qui singularise ces mouvements migratoires contemporains, c'est leur hétérogénéité sociale et culturelle, jusqu'ici voilée par une représentation hégémonique des ressortissants de la vallée du fleuve Sénégal. Les soninké du Sénégal, du Mali et de la Mauritanie en constituent un prototype, mais on pourrait y intégrer plusieurs autres immigrations africaines ou non africaines. Ce qui caractérise en effet ces vieilles migrations, c'est l'organisation communautaire villageoise, fondée sur la solidarité ethnique, entretenue et constamment réactivée, au besoin avec un pouvoir de coercion sur les acteurs. Ensuite, les migrations dites urbaines, individualisantes, non communautaires, engagées en solitaire et dégagées des alliances plus classiques. Ces migrations ont été traditionnellement associées à celles des pays du Golfe de Guinée, comme le Côte d'Ivoire, le Congo, le Cameroun. C'est la zone d'influence entre l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. Les migrations subsahariennes constituent l'une des dernières vagues migratoires importantes en France et en Europe alors que l'État-nation tente de maîtriser les flux d'entrée sur le territoire. Les facteurs qui expliquent ces logiques migratoires sont divers et non univoques, liés au genre, au cycle de vie, à la situation familiale, au contexte d'origine, à sa situation politique et de développement, à des considérations statutaires, financières ou médicales, de sorte qu'il est aujourd'hui difficile de le comprendre au regard de ces contraintes économiques. L'Afrique, c'est le premier continent d'origine des demandeurs d'asile en France, avec 38 026 demandes d'asile déposées en 2017. L'Afrique constitue le premier continent d'origine des demandeurs d'asile. Selon les données de l'OFPRA, les principaux pays de provenance des demandeurs d'asile africains ont été en 2017 le Soudan, la Guinée, la Côte d'Ivoire, la République démocratique du Congo et le Mali. Parmi les populations réfugiées en France, les ressortissants de la République démocratique du Congo demeurent la deuxième population la plus importante derrière les ressortissants sri-lankais.
Selon l'étude intitulée Escalader les clôtures, paroles de migrants africains irréguliers en Europe, tous les migrants qui viennent en Europe ne sont pas pauvres en Afrique et ont un niveau d'éducation plus élevé que leurs compatriotes restés au pays. Plus d'un sur deux avait un emploi stable avant son départ, mais ne gagne pas suffisamment. Voilà la cite de Jérémie. Il dit « J'ai une petite fille. Les gens peuvent se demander quel genre de père je suis de laisser ma femme et ma fille en bas âge. Mais quel genre de père serais-je si j'ai resté et ne pouvais pas leur offrir une vie décente ?» Pour un grand nombre de jeunes, le manque d'opportunités est un déclencheur important de départ. Ils viennent en Europe en mission pour pouvoir venir en aide à la famille qui reste au pays. Environ 53% des migrants africains ont reçu un soutien financier de la part de leur famille ou de leurs amis. Et une fois en Europe, près de 80% d'entre eux envoient de l'argent à leurs proches. Le plus dur pour eux est de ne pas réussir à envoyer l'aide attendue. Voilà la citation de Drissa. Tout cela, c'était pour gagner de l'argent. Je pense à ma mère et à mon père, ma grande sœur, ma petite sœur, pour les aider. C'était la pression qui pesait sur moi. C'est pourquoi je suis venue en Europe. Et si, la plupart des migrants sont venus en Europe pour assurer une vie meilleure à leur famille, tout rêve de retourner un jour au pays pour vivre près de leur. Les rapports soulignent que les migrations sont une répercussion des progrès de développement en Afrique parce que ces progrès sont inégaux et pas assez rapides pour répondre aux aspirations de jeunes notamment. Voilà la citation de Mahamadou. Dans 5 ans, je me vois dans mon pays d'origine. Depuis 5 bonnes années, ma famille ne m'a pas vu. Donc, un jour viendra où nous nous verrons. Et quand je rentrerai dans mon pays d'origine, je ne pense pas que je reviendrai. Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de la façon d'aborder l'andragogie des associations et les méthodes, etc. Selon le dictionnaire Larousse, l'andragogie c'est la science et pratique de l'éducation des adultes. On peut dire que cette science comprend des pratiques par rapport à l'apprentissage d'une nouvelle langue ou d'une langue déjà existante. Il existe de différentes associations pour aider les personnes et aussi on doit savoir l'importance des méthodes pour apprendre. Avec la création des associations pour apprendre le français, comme par exemple l'Association franco-africaine des femmes parisiennes, ou des sigles AFAFP, ont aidé aux personnes migrantes en réalisant des activités comme la création d'espaces pour faire des échanges culturels et linguistiques. L'Association franco-africaine des femmes parisiennes, AFAFP, a pour vocation de tisser un réel partenariat avec les institutions françaises. Et par exemple, elles ont des activités comme des échanges culturels et éducatifs entre la France et l'Afrique autour d'un cours de cuisine, l'assistance aux démarches de naturalisation, l'aide aux familles diminuées et mal logées, la dispense d'actions d'alphabétisation auprès des familles, la prévention de la délinquance des jeunes par des actions de rencontres et de concertation, la mise en œuvre d'actions de soutien scolaire,
et l'accompagnement des enfants scolarisés à l'assistance des familles dans leurs démarches éducatives et scolaires. Aussi, on va parler de le français dans Afrique francophone. Des études ont été réalisées pour analyser l'évolution du français en Afrique. Ces études ont apporté des perspectives sociolinguistiques et acquisitionnelles et elles produisent manifestement des données susceptibles de faire évoluer l'enseignement du français. Selon l'article, l'objectif de ces premières études était d'interpréter les écarts relevés en termes d'interférence avec la ou les langues premières des apprenants, et ces analyses ne prenaient pas en compte l'activité du sujet parlant. Les études menées étaient en fait destinées à développer les manuels de français des méthodes post-indépendance. Aussi, ils ont fait des enquêtes par questionnaire, et les conclusions de ces premières enquêtes a été que les français enseignés dans les cours n'étaient pas les mêmes français que les étudiants parlent dans la rue, pour ainsi dire. Des recherches sur le français oral. Aussi, ils ont fait des recherches sur le français oral, et on doit savoir qu'à partir des années 75, dans plusieurs pays comme Burkina, Mali, Niger, Sénégal, on fait des expériences d'un enseignement bilingue. Ça veut dire langue nationale, français, dans la primaire. Comme dit l'auteur, l'apprentissage de la lecture et de l'écriture se fait d'abord en langue africaine, puis on passe progressivement au français en introduisant l'oral en deuxième année du cycle et puis l'écrit en troisième année. Après, plusieurs linguistes ont créé une hypothèse. Ça s'appelle l'hypothèse de l'interlangue et ça postule l'existence chez les apprenants d'un système autonome et intériorisé des règles. On peut dire que apprendre la langue d'un pays, c'est pour évoluer dans sa société de façon durable et aussi pour enrichir sa culture. Pour les publics migrants, il était fréquent que les Français ne soient pas la langue de première socialisation, mais un objet linguistique d'enseignement et d'apprentissage. Du moins, c'est souvent que la langue française est envisagée pour ces publics et c'est ainsi que l'apprentissage du français est au cœur de l'accompagnement dont les personnes migrantes ont besoin, c'est-à-dire un accompagnement global qui prend en compte et développe les différentes dimensions et besoins de l'être humain. De cette manière, maîtriser la langue du pays d'accueil permet à l'individu d'exister en tant qu'être social. C'est le premier pas vers sa vie de citoyen. En plus, les migrants qui apprennent la langue du pays d'accueil en formation sont en situation d'immersion linguistique. Ceci signifie qu'ils apprennent en milieu guidé, c'est-à-dire pendant les cours de langue, mais également en milieu social. Cette situation les différencie des publics traditionnels du FLE, par exemple, qui sont essentiellement des apprenants qui se trouvent en situation d'apprentissage guidé et en situation exolangue, c'est-à-dire dans un milieu où la langue qu'ils apprennent n'est pas parlée ou n'est pas la langue d'usage.
Les cours de la langue pour les migrants n'est donc pas dissociable de l'apprentissage en milieu social et s'inscrit au contraire dans un long processus d'appropriation de la langue qui mêle acquisition formelle et informelle. Il existe des motivations individuelles qui poussent les migrants à se lancer dans l'apprentissage du français. Leurs besoins sont multiples et liés à différents aspects de leur vie, comme par exemple compenser et remédier à une faible scolarisation, développer l'employabilité et réduire l'exclusion. En d'autres termes, les besoins langagiers répondent à des situations de communication définies dans lesquelles les apprenants devront utiliser la langue. En effet, les migrants adultes sont confrontés à une urgence linguistique. La volonté de favoriser l'unité par la langue conduit à la mise en place des politiques linguistiques ayant pour argument principal l'insertion de toutes les personnes résidant sur le territoire. Et très légitime, reconnu comme locuteur du français et très inséré dans la société, telles sont les promesses véhiculées par la pratique du français. De cette manière, l'apprentissage du français par des migrants s'incarne dans l'expression intégration linguistique, expression qui illustre également la corrélation entre langue et insertion. La construction sémantique invite à considérer la langue comme un intermédiaire intervenant dans le processus d'intégration. Dans l'intégration linguistique, la personne doit s'intégrer à la société et celle-ci doit l'intégrer en retour. Donc, l'État se charge de mettre en place différentes actions, par exemple, égalité, des traitements pour combler les inégalités, prévention et lutte contre les discriminations, politique sociale et action en direction des personnes les plus défavorisées, politique participative et accès à la citoyenneté et la nationalité. C'est ainsi comme l'expression intégration linguistique fait également référence aux compétences linguistiques à acquérir et la bonne connaissance du français permet de développer et d'assurer l'autonomie et l'indépendance de la personne, l'épanouissement personnel sur les plans culturel, professionnel et social, la compréhension et l'échange entre les personnes et les vivre ensemble. Pour les personnes migrantes, l'acquisition d'une langue de leur nouvel espace peut être vécue comme un enrichissement identitaire, mais aussi comme une forme de vulnérabilité, puisque l'apprentissage du français pour les adultes immigrés comporte des difficultés linguistiques qui peuvent être assorties d'une difficulté sociale et d'une situation de précarité. Donc l'apprentissage du français doit éventuellement être complété par un accompagnement social, par l'apprentissage d'autres compétences clés ou par l'acquisition de compétences professionnelles. Alors, comme nous l'avons mentionné,
Dans les diapositives précédentes, l'apprentissage de la langue, en ce cas le français, se fait dans le milieu social, qui est un apprentissage différent à celui des enfants immigrés. On dit apprendre sur le milieu de travail. Il faut remarquer ce type d'apprentissage parce qu'on pense que l'immersion permet la maîtrise de la langue, mais en fait, cela ne suffit pas à développer des compétences adéquates. Il a besoin, comme toute forme d'apprentissage, d'un cadre institutionnel, la volonté délibérée ou au moins quelques stratégies. Il existe avec ce processus par immersion des tactiques empiriques et actives d'apprentissage dont l'objectif est comprendre et se faire comprendre dans les multiples situations de communication de la vie quotidienne. Pour cela, les immigrants s'appuient sur les discours des natifs, écoutent, comparent, établissent des rapports avec leur langue d'origine. Ils acquièrent du sens de tel ou tel mot ou expression, font des essais et, pour les mieux scolariser d'entre eux, cherchent dans les dictionnaires ou les manuels de langue. Cependant, cette méthode entraîne quelques problèmes pour les immigrés adultes, comme la fossilisation, qui est un processus où on interne une erreur. Mais le problème de la fossilisation réside dans l'attitude des apprenants, car quand l'objectif de se faire comprendre est réussi, peu importe les erreurs qui pourraient se commettre. Aussi, un problème est le manque de retour critique, parce que les immigrés qui apprennent avec cette méthode ne reçoivent pas de rectifications, de reformulations, d'aides ou de réactions sur les formes des énoncés, évidemment. Et cela ne leur permet pas de savoir s'ils maîtrisent bien ou pas la langue. Il existe aussi le plurilinguisme qui dans le pays et dans l'individu offre une richesse culturelle, mais qui c'est un problème parce que la maîtrise du français des personnes va dépendre de la situation de la langue française dans son pays. Et cette variabilité peut empêcher ou compliquer l'apprentissage. Et tout ce qui a été mentionné produit des interférences linguistiques dans la communication, et si bien elle permet une compréhension du message, elle dévoile aussi des défaillances qui peuvent amener à d'autres types de problèmes sociaux comme la xénophobie ou la glottophobie. En conclusion, l'immigration que la France a eue dans les années 60 et qu'elle-même a encouragé a provoqué une diversité culturelle comme linguistique qui entraîne des défis pour les pays et les immigrants. En ce cas, nous avons abordé les immigrants de l'Afrique subsaharienne car même si le pourcentage de cette population n'est pas très grand en France, ils ont une richesse culturelle et multilinguistique qui ne permet pas une bonne intégration dans le pays. Les interférences linguistiques, le manque d'une éducation ou une mauvaise éducation excluent les immigrés d'un rôle actif dans la société. En plus,
il existe l'influence des expériences vécues, les nouveaux contextes historiques et les motivations personnelles qui vont influencer dans l'apprentissage de cette langue. En plus, comme on a vu, les problèmes que ces peuvent avoir au milieu linguistique dépendent de son rapprochement dans un milieu scolaire afin de surmonter ou éviter la fossilisation et ou la xénophobie, mais qui ouvre la porte à débat sur l'abandon de sa propre identité pour se plonger dans un autre. Cependant, nous avons voulu montrer que l'andragogie permet cette intégration et quoique le sujet sur l'éducation des adultes n'est pas fréquemment abordé, nous espérons que cette présentation encourage des recherches plus profondes sur l'éducation dans d'autres populations de migrants. Sinimbe ni male tebedum mafu sirao dana le no bale do